Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Tout Oui, le podcast qui vous écoute. Je m'appelle Johanna et je vous rencontre pour vous offrir un espace de parole complètement libre où chaque épisode dure aussi longtemps que vous avez de choses à me raconter autour d'un thème. Pour cet épisode, je suis avec Lily qui s'exprime sur son rapport au corps. Elle aborde des sujets comme l'anorexie, la boulimie, la paix avec son corps et l'acceptation de celui-ci. Mon rapport au corps, je trouve que c'est un peu compliqué à décrire, mais je pense que comme beaucoup de filles de mon âge ou de ma génération, c'est pas toujours simple. Enfin, en fait, avec le temps, je rencontre très peu de filles qui vont me dire que le corps c'est facile et que c'est trop bien. Et en fait, comme beaucoup de filles, je pense qu'aujourd'hui c'est un peu aléatoire. Il y a des jours, j'ai peu de jours en fait où je me regarde et je me dis putain trop bien. mais j'ai des jours où ça va. En fait, j'ai des jours où j'arrive à pas trop me poser la question et à me dire il est comme il est et il fonctionne super bien et j'ai vraiment de la chance de l'avoir. Et j'ai des jours où c'est vraiment compliqué où je me bats contre moi-même. Genre par exemple hier, je me suis réveillée et dans mes yeux, je me rends compte en fait que c'est dans mes yeux qu'il y a un problème. Et dans mes yeux, j'avais l'impression d'avoir pris 15 kilos. Et j'étais super mal. Enfin, je me suis réveillée, je me suis dit, mais attends, mais j'ai toujours été grosse comme ça? Pourquoi personne me l'a dit? Enfin, vraiment, des fois, j'ai des moments super choqués de me voir, comme si j'avais vraiment pris du poids d'un coup. Ce qui, je sais, est fondamentalement ridicule. Mais du coup, toute la journée, je vais pas avoir envie d'enfiler un jean parce que j'ai un trop gros cul. Enfin, des trucs un peu ridicules. Et je vais vraiment passer la journée à m'auto-flageller là-dessus. Et en fait, ça prend vraiment beaucoup d'énergie. Et c'est vraiment bête, tu vois, parce que des fois, j'ai cette petite voix qui me dit « Mais attends, mais je comprends pas, parce que il y a 2 jours, je me sentais bien, pourquoi... » Enfin... Et du coup, j'ai l'impression d'être dans l'hyper-conscience de je sais que c'est pas réel. Je sais que mon corps, il est exactement comme hier et qu'en plus, personne m'a jamais dit que j'étais grosse, donc je sais que je le suis pas. Enfin, et je sais qu'objectivement, je suis pas en surpoids. Et pour autant, j'ai des moments où vraiment j'en ai les larmes aux yeux tellement je me sens mal. Et du coup, c'est assez difficile à décrire parce que je comprends pas trop pourquoi. Puis, encore une fois, je pense qu'il y a plein de filles qui sont pas très bien dans leur corps, mais je me demande si c'est pareil pour les autres, s'il y a vraiment des jours où c'est la fin du monde. Enfin, tu sais, j'ai vraiment des jours où ça me déprime profondément. Et puis, je tourne en boucle là-dessus. Et je me sens super ridicule, tu vois. Enfin, genre, j'ai passé un week-end avec des copines où on a parlé enjeux écologiques et climatiques et du monde entier. Et je me dis, putain, et moi, je tourne en boucle pendant une journée sur le fait que j'ai un gros cul. Enfin, tu te sens super ridicule des fois, tu vois, de tourner en boucle sur un truc qui existe pas. Enfin, et en plus, qui est vraiment pas important parce que les gens, ils ont d'autres choses à foutre que regarder mon cul. Mais quand je suis là-dedans, je marche dans la rue, j'ai l'impression que tout le monde ne voit que ça et que c'est mais qui est cette énorme fille qui arrive en face de moi? Enfin, et c'est vraiment ridicule, tu vois, j'en ai conscience et je sais que c'est pas réel. Et en même temps, j'ai vraiment des jours où genre, je sais pas comment me débarrasser de ça. Et en même temps, je sais que ça m'arrive régulièrement. Je sais que c'est encore là, que c'est moins qu'avant. Et du coup, j'arrive à le prendre avec peut-être pas de la bienveillance parce que c'est vraiment lourd, mais avec plus de diplomatie. Enfin, j'ai l'impression vraiment de me lever, de me dire, ok, aujourd'hui ça va être chiant. A priori, je vais me sentir mal, je le sens, c'est là. Ça veut pas dire que c'est réel. J'arrive vraiment à me le dire. Et puis j'arrive aussi à me dire, il y a moyen que demain ça aille mieux. En général, le lendemain ça va mieux. Aujourd'hui, ça va. Encore une fois, je me sens pas super bonne et tout, mais ça va. Et j'ai moins les pensées qui tournent en boucle. Et du coup, forcément, j'ai beaucoup plus d'énergie pour penser à autre chose ou pour faire autre chose. Et c'est super agréable. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a des jours où ça prend la tête complètement et ça prend tout. Et, et je me sens super moins attentive au reste et je me sens pas trop là. Et ouais, c'est un peu lourd. Et j'avoue que d'en parler de cette profondeur-là, je sais pas si je me suis jamais retrouvée avec quelqu'un qui me disait, moi, je vis ça aussi. Peut-être, c'est sûrement le cas. Je vais pas être la seule au monde. On est des milliards sur Terre. Si je le vis, il y a d'autres filles qui le vivent. Mais c'est vrai que j'en ai jamais parlé de cette profondeur-là. Enfin, il y a plein de filles qui me disent, moi aussi, je me trouve trop grosse. Et comme plein de filles. Mais de cette profondeur-là, au point que ça te prenne la tête toute la journée et que tu sois mal et que t'en pleures, j'en ai jamais parlé à quelqu'un vraiment de cette manière-là. Et c'est vrai que ça pourrait être intéressant de savoir.
j'imagine qu'il y a des filles dans mes potes, dans mon entourage qui vivent ça comme ça. Mais j'en sais rien parce que j'ai un peu honte, tu vois, de me dire je vais passer clairement toute ma journée à y penser, à me regarder dans tous les miroirs sur tous les angles et à checker que j'ai pas pris des cuisses et de regarder mes fesses et de voir la cellulite. Enfin, c'est super égocentré en fait et c'est tellement contre mes valeurs et ce que j'ai envie de communiquer aux autres filles que du coup je me sens vraiment mal. Et du coup ouais, c'est ça, j'ai vachement presque honte de me dire j'en suis à des journées où je vais tourner en boucle là-dessus, alors que je sais que je suis aimée comme je suis et qu'encore une fois personne m'a jamais dit que j'étais trop grosse et que c'était pas possible. Et tu vois, j'ai jamais eu, enfin je crois que j'ai vu un film il y a pas longtemps d'une fille qui disait qu'elle se sentait vraiment grosse. Et il y a sa pote qui lui dit, mais attends, est-ce que ça t'est déjà arrivé une fois de te retrouver nue face à un mec qui te dise, ah non, là, c'est pas possible. En fait, ça n'arrive jamais parce que, genre, juste t'es pas trop grosse, c'est que ça n'empêche pas. Et peu importe ta taille, t'es désirable dans tous les cas. Et du coup, tu vois, c'est super bête. Et en fait, on sait tous d'où ça vient. Et en même temps, je trouve qu'on est quand même dans des pays où, genre, il y a plein de diversité de corps et tous les corps sont trop beaux. Et non, je passe des journées en boucle sur la cellulite de mon cul et mon gras des cuisses dont tout le monde se fout. Mais pour moi, c'est un truc super, je sais pas, super polluant parfois. Quand j'étais en maternelle ou en primaire, j'avais pas trop de pensées comme ça. D'autant que je me souvienne. Peut-être que j'en avais, mais je crois pas. Et en fait, la première fois que j'ai mis le mot grosse sur mon corps, j'avais 11 ans. Et encore une fois, j'étais une petite fille tout à fait normale, qui avait un corps tout à fait normal. Mais à ce moment-là, je faisais de la danse moderne. Et j'imagine que c'est toujours comme ça les cours de danse, mais du coup, je ne fais plus de danse. Mais donc, on avait des immenses miroirs en face de nous. Donc déjà, on t'impose de te regarder danser, ce qui n'est pas toujours simple. Et en fait, c'est la première fois qu'on a sexualisé mon corps. En fait, la prof de danse, vu qu'on faisait de la danse moderne, donc on n'avait pas les petits tutus, on avait des leggings noirs et des débardeurs noirs. Et en fait, donc du coup, 11 ans, c'était la période où il y avait certaines des filles qui commençaient à avoir des seins. Mon cours, ça devait être 11-13 ans. Il y avait certaines des filles qui commençaient à avoir des seins. Et du coup, c'était la première fois, en fait, qu'on m'incitait à bouger des fesses. Elle nous proposait de montrer notre poitrine, de faire des trucs sexy. Parce que c'est de la danse moderne et que c'est censé être un peu plus provocateur que la danse classique. Et du coup, moi, je me souviens que j'avais 11 ans. En plus, j'étais formée super tard. Je me disais, bah, qu'est-ce qu'elle raconte, tu sais? Moi, j'étais pas du tout là pour ça. Je comprenais pas. Et en plus, il y avait des filles plus âgées que moi dans le groupe. Qui, elle, en tout cas d'apparence, prenait beaucoup de plaisir à faire ça. À vraiment, ouais, faire des mouvements un peu plus sexuels. Et moi, je comprenais pas. Et du coup, on a commencé à... Enfin, je me souviens que la prof me disait, mais Lily, mais c'est pas sexy, mais sois un peu plus provocatrice. Moi, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle dit? Et j'ai commencé, tu vois, du coup, à être plus... je me souviens, elle nous demandait de montrer nos fesses, d'être plus cambrées, enfin, des trucs un peu comme ça. Et du coup, c'est là que j'ai commencé à regarder mes fesses et me dire, j'ai l'impression que mes fesses sont plus grosses que les autres filles. Et du coup, tu vois, je me souviens de m'être fait ces réflexions-là et j'avais 11 ans, tu vois. Et du coup, là, j'imagine que... Je sais pas, pareil, je sais pas si s'il y a d'autres petites filles qui peuvent témoigner de ça, mais j'imagine que si. Et ouais, du coup, au collège, il y avait pas mal de moments comme ça, tu vois. Je sais pas trop pourquoi, mais mes cousins m'appelaient la grosse. J'avoue que je sais toujours pas trop pourquoi, parce que j'étais vraiment pas grosse, je sais pas d'où c'est venu. Si ce n'est que si, j'ai des fesses un peu bombées, j'ai toujours eu des fesses bombées, mais je sais pas trop d'où c'est venu. Enfin voilà, et du coup, moi, je rigolais, tu sais, un peu ce rire, je me disais, ah, c'est rigolo. Puis en fait, en toi, t'es genre, pourquoi il dit ça? Du coup, voilà, mais tu rigoles parce que t'as envie de faire partie du groupe, enfin, tu te poses pas trop de questions. Donc voilà, je pense que là, il y avait déjà des pensées un peu particulières. Et je me souviens, j'ai retrouvé des feuilles que j'avais écrites au début quand t'étais au collège et que tu découvrais un peu Word et mettre des couleurs et des polices différentes. Et moi, je me souviens que je m'étais fait le régime de l'été. Tu sais, j'avais 12 ans et j'avais fait une feuille et j'avais écrit dessus pas manger trop de Magnum dans la journée, faire de la corde à sauter pendant 10 minutes. Enfin, des trucs comme ça d'enfant, tu vois, je sais pas trop comment faire. Mais super ridicule, je suis retombée sur la feuille, je me suis dit, oh non, la pauvre petite Lily. Et du coup, je me souviens de cet été où du coup, je m'étais dit, je mangerais qu'un Magnum dans la journée. Et je me rationnais avec mon Magnum. C'était assez ridicule, mais tu vois, j'avais déjà des pensées de régime trop étranges. Enfin, et heureusement, tu vois, ça me passait vite. Et heureusement, j'ai jamais fait de régime quand j'étais enfant. Mais tu vois, j'avais des idées comme ça. C'était super bizarre.
Et après... Et ouais, et donc après, je sais pas, je pense un peu comme toutes, tu vois, il y a eu l'adolescence, puis du coup, d'un coup, tu prends un peu des formes. Enfin, je pense qu'on est beaucoup au moment de l'adolescence à prendre du poids sans franchement comprendre. Enfin, tu vois, moi, j'avais cette idée de l'adolescence de, bah oui, je vais avoir des poils, je vais avoir des seins, mais on m'avait pas dit que j'allais avoir des hanches, du cul et du bide. Enfin, tu vois. Et du coup, tu vois ton corps changer. Puis moi, j'ai vraiment le souvenir, j'imagine que c'est le cas pour beaucoup de filles, mais qu'en l'espace de 6-7 mois, ton corps, il changeait vraiment d'un coup, tu vois. Enfin, tout d'un coup, t'avais tes règles, t'avais des seins, alors que moi, j'avais pas de seins. Puis tout d'un coup, j'ai pris 2 bonnets. Enfin, c'était vraiment super rapide. Surtout qu'à ce moment-là, on te file la pilule dans la foulée, donc tu gonfles d'autant plus. Enfin, c'était super rapide. Et là, j'ai commencé vraiment à me dire, voilà, j'ai vraiment grossi. Puis tu manges toujours ton régime d'enfant où tu te fais pas chier et tu manges des poissons panés ketchup purée. Et du coup, ton corps de femme, il dit, ah, pas terrible quand même. Et du coup, ouais, là, j'avais pris un peu de poids, mais bon, encore une fois, personne me disait que j'étais grosse. Enfin. En fait, je pense qu'à ce moment-là, du coup, je commençais vraiment à avoir des formes et je commençais vraiment à avoir des seins et des hanches et des fesses. Et du coup, on mettait des mots sur mon corps de Lily, elle a des belles formes. Et moi, dans ma tête, c'était pas une bonne chose d'avoir des belles formes. Dans ma tête, le mot forme, c'était vraiment pas cool. Et, euh, et en plus, du coup, ouais, un peu comme la plupart des filles, à ce moment-là, on sexualise ton corps, les mecs, ils commencent à siffler, on te regarde un peu. Enfin, tu vois, moi, je me souviens à 17-18 ans de pas avoir vraiment concrétisé ça dans ma tête. Et du coup, je me baladais en short. Et je me souviens que le changement de regard, il était super fort, en fait. Et il était super violent. Et, et c'était la première fois que vraiment je prenais conscience de, ah ok, mon corps a un effet sur les gens autour de moi, sans que je le veuille. Et du coup, de prendre conscience de ce pouvoir, entre guillemets, tu vois, de me dire, ah ok, ça peut faire ça, quoi. Je peux faire ça si j'ai envie. Enfin, tu vois, du coup, d'en jouer, je savais que je pouvais mettre des plus gros décolletés et que du coup, on allait plus me regarder. Enfin, il y avait un truc qui se passait j'avais l'impression un peu que c'était un pouvoir un peu mauvais et en même temps, tu vois, un peu utile, quoi. Enfin, je sais pas, il y avait un truc de j'aimais pas ça et en même temps, je l'utilisais. Enfin, c'était assez bizarre. Et du coup, là j'ai commencé à pas me sentir bien dans mon corps. Puis je me souviens, tu sais, je mettais des grands t-shirts et j'achetais que des hauts qui descendaient en dessous des fesses. C'était mon critère, tu vois. Peu importe le haut, il fallait absolument que ça descende en dessous des fesses pour pas qu'on voit mes fesses. Enfin, tu sais, je me compliquais vraiment la vie. Et après, je suis partie de chez mes parents. Pour la première fois, j'avais 21 ans. Je suis partie en Allemagne pour faire mon stage. J'étais en école de commerce. Et je suis partie faire mon stage en Allemagne, à Hambourg. Et là, ça a été un peu la décadence. Enfin, c'était la première fois, du coup, que j'étais en dehors de chez mes parents. Et, euh, et je me souviens m'être dit, bon, vu que je suis plus chez mes parents, et que c'est moi qui gère ma bouffe, je vais pouvoir vraiment me mettre à faire un régime. Et en plus, c'était la première fois que tu faisais tes courses toute seule, donc du coup, tu sais pas trop quoi acheter, quoi. Je me souviens de ce moment des premières courses toute seule, genre, d'habitude, ma maman, elle achète une tablette de chocolat pour tout le monde. Là, si je l'achète, c'est tout pour moi. Enfin, du coup, j'avais des angoisses un peu bizarres j'ai plus de limites, tu vois, j'ai plus de... C'était super bizarre. Enfin, tu vois, ma mère, elle achète une tablette de chocolat, forcément, tu peux pas te l'empiffrer d'un coup parce que t'as des frères et sœurs et un papa et une maman et que si tu t'empiffres le chocolat que ta mère a acheté, elle va dire, Et là, comme j'étais toute seule, je me disais, ça veut dire que je peux tout manger d'un coup. Enfin, j'avais des pensées un peu bizarres. Et, euh, et donc, en fait, je m'étais dit, je vais essayer de faire un régime. Mais en fait, j'avais aucune idée de ce que ça voulait dire faire un régime. À cette époque-là, j'avais aucune idée de l'influence de ta nourriture sur ton corps. Et du coup, dans ma tête, faire un régime, c'était juste manger peu. C'était ma définition du régime. Donc, du coup, je commençais à manger peu. Et genre, je me souviens, j'allais sur l'ordi pendant mes heures de taf, parce que j'avais un stage vraiment nul, où j'étais très très mal. Et du coup, j'allais chiller sur des pages Google, et je me souviens que je cherchais les calories de tout. Et puis je notais tout, tu vois. Je me souviens même avoir cherché les calories du café, et comme c'était 7 calories, j'avais rationné mon café. Enfin, j'étais vraiment dans des délires bizarres. Et du coup, je passais mes journées à ça, à chercher des régimes, des machins. Et du coup, je commençais à vraiment me priver et puis à manger des trucs assez ridicules. Tu sais, mon dîner, c'était une salade verte avec un peu de vinaigre, pas d'huile, parce que l'huile, c'est gras, et un morceau d'ananas. Enfin, je me faisais c'était très bizarre. Et du coup,
Le fait de me rationner comme ça, de me priver et de me laisser vraiment crever de faim, un extrême en appelle un autre. Du coup, j'avais des moments où je me gavais vraiment. Donc je me gavais je me revois devant les placards, super anxieuse, super nerveuse et vraiment prendre ce qui passait. Et j'en venais à manger des trucs, vraiment, pas mangeables, tu vois? Enfin, je me souviens croquer dans des pâtes crues, prendre du pain encore surgelé, mais j'avais pas le temps de le faire griller parce qu'il fallait absolument me remplir maintenant, puis je passais du jambon, au gâteau au chocolat, je buvais le lait à la enfin, t'avais un côté, vraiment, anxieux, puis j'avais l'impression d'avoir aucun contrôle sur ce qui se passait et comme si mon cerveau, il passait en mode automatique, genre je peux plus penser, c'est mon corps qui prend le dessus. Et du coup, j'étais tellement dans la culpabilité que je passais à l'extrême inverse le lendemain, je mangeais rien toute la journée et forcément, j'étais tout le temps entre les 2. Enfin, soit je bouffais énormément et du coup, je me sentais très, très coupable, soit je bouffais rien et du coup, je crevais la dalle et enfin, du coup, je suis un peu rentrée dans ce cercle vicieux un peu compliqué. Et je savais pas du tout ce qui se passait. Enfin, je mettais pas de mots dessus, je l'expliquais pas. En plus, j'avais vachement honte. Du coup, j'en parlais à personne. Et, en fait, du coup, je me rendais bien compte que le fait que je me goinfre ou que je mange rien, ça ne m'aidait pas du tout à mincir. Et ça devenait assez obsessionnel de mincir. Et je me souviens que du coup, dans le même temps, je me suis inscrite à la salle de sport. Et donc j'y allais beaucoup, puis je m'épuisais beaucoup. J'avais pas du tout de notion de je vais faire des abdos pour travailler le ventre. Pour moi, c'était je prends tout le sport qui vient pour vraiment brûler. Donc je faisais un peu tout n'importe quoi, j'y prenais vraiment aucun plaisir, je m'épuisais au sport. Et du coup, pour, stabiliser mes gros moments de goinfrerie, je mangeais des laxatifs. Et alors du coup, là, c'est pas du tout des tips que je donne, hein. Surtout ne faites pas ça. C'était super horrible. Donc quand je me goinfrais à mort, je me blindais de laxatifs, mais vraiment ridicule. En plus, j'étais en Allemagne, je me souviens avoir cherché dans le dictionnaire comment on disait laxatif pour aller en demander bien à la pharmacie et tout. Et du coup, je mangeais plein de laxatifs, mais vraiment, je me faisais des tablettes, tu vois. Super malsain. Et du coup, je rejetais tout dans les toilettes. Et c'était ma manière de compenser, en fait. Dès que je me goinfrais, je me faisais une tablette de laxatif en dessert. Et du coup, je passais ma nuit aux toilettes, clairement. Et tout sortait. Enfin, je vais pas vous épargner les détails, mais du coup, ça compensait. Et puis je me suis dit, si ça marche quand je me goinfre, ça doit aussi marcher quand je mange peu. Donc en fait, je prenais des laxatifs tous les jours, constamment, pour tout vider. Et du coup, forcément, ton poids, il chute d'un coup, quoi. Comme quand t'as une diarrhée ou quand t'as... Enfin, voilà. Donc mon poids, il a chuté d'un coup. Je me suis dit, putain, incroyable, ça marche. Et j'étais trop ravie. Et en fait, du coup, là, j'avoue que j'ai du mal encore à expliquer le changement qui s'est passé dans ma tête. Mais lentement, j'arrivais à maîtriser de plus en plus ces moments de goinfrerie. Et du coup, que ça arrive de moins en moins. Et je continuais toujours à prendre mes laxatifs et à aller beaucoup au sport. Mais comme je me goinfrais plus, la perte de poids était d'autant plus rapide. Et c'était trop bizarre parce qu'en fait, comme quand j'ai commencé, je faisais à peu près, je sais pas, 60 kilos, donc pas grosse, quoi. Et le truc, c'est qu'à 60 kilos, pour ma taille, t'as quand même des formes, tu vois. Et en fait, comme j'ai perdu les premiers kilos très vite, mais que c'était pas extrême, les gens, ils étaient contents pour moi. Enfin, il y a vraiment une phase de « Ah, Lily, t'as perdu du poids, c'est joli, ça te va bien. » Et en fait, c'est ça qui est super traître, je pense, c'est que du coup, les gens te complimentent, mais ils te demandent pas comment ça s'est fait. Parce que du coup, je me souviens, quand on me complimentait, il y avait une idée de « je me sens trop forte et tout ». Et en même temps, au fond de moi, je me disais « ouais, mais c'est tellement malsain ce que je suis en train de faire ». Et en plus, j'avais peur pour moi-même parce que je me disais « comment je vais faire pour tenir ça sur la durée ?» Enfin, je voyais bien que ça allait pas marcher, tu vois, parce que du coup, je mangeais vraiment presque plus rien. Enfin, ou en tout cas, j'avais mes petits régimes, tu vois. C'est ça, je pense, qui permettait pas aux gens de s'inquiéter, c'est que je mangeais à tous les repas, mais rien. Et puis, je mentais, du coup, je rentrais dans un truc un peu malsain de mensonge. J'avais un copain à cette époque-là. Et du coup, il me proposait qu'on mange ensemble. Donc, je disais, non, j'ai déjà mangé. J'avais pas mangé, mais du coup, il me laissait tranquille. Enfin, je faisais des petits trucs comme ça. Et toujours, je voyais pas le problème, en fait. Je pense qu'inconsciemment et au fond, je le voyais, mais je continuais à répéter que je faisais juste un régime et que tout allait bien et que c'était sous contrôle.
Et mon copain, on avait 21 ans, donc c'était un mec de 21 ans, enfin il est pas armé en fait contre ça, il pouvait pas voir, tu vois. Et puis comme j'étais vraiment du coup menteuse et dans la manipulation, j'étais vraiment maligne quoi, et du coup il voyait pas tout ce qui se passait, c'était flou dans sa tête. Et puis lui, il m'encourageait juste, il trouvait que j'avais minci et que c'était chouette. Et enfin il était pas du tout malveillant, mais juste il voyait bien que j'étais trop contente d'avoir minci, donc il était content pour moi quoi, tout simplement, tout bêtement, un peu comme tout le monde en fait. Donc voilà. Et après, mes parents sont venus me chercher, mon stage se terminait. Et je me souviens vraiment de voir ma mère un peu choquée de t'as vraiment minci, mais en même temps, j'affichais mon grand sourire, puis je disais tutto va bene. Et du coup, ma mère me faisait confiance, en fait, juste mes parents me faisaient confiance. Puis c'est pareil, personne savait ce qui se passait, en fait, personne savait mettre des mots dessus. Du coup, les gens étaient juste contents pour moi. Malgré que ça fait toujours bizarre, je pense même pour n'importe qui, quand tu vois une pote qui a perdu beaucoup de poids, ça fait toujours un peu bizarre, t'as du mal à la reconnaître et tout, mais bon, tu te dis juste, voilà, elle a repris sa vie en main, et puis voilà quoi, enfin. Du coup, ouais, les gens étaient contents pour moi de manière générale. Sauf moi, enfin, vraiment, je savais qu'il y avait un truc qui allait pas, mais je m'étais dit, si je commence à parler du fait que j'ai peur, euh, du coup, les gens vont vouloir m'aider. Et dans ma tête, j'avais très vite associé que qui disait aide disait reprendre du poids. Enfin, du coup, je voulais pas trop en parler. Et, et puis, du coup, je suis rentrée à Troyes, là où je suis née. Donc, je suis rentrée à Troyes chez mes parents pour l'été. Et en fait, encore une fois, c'est un peu flou dans ma tête parce que je pense que comme c'était très très dur, j'ai dû oublier ou j'ai dû me faire des blackouts un peu volontaires, mais je me souviens de manger très peu, ça c'est sûr, et de faire des énormes crises de violence. Je me souviens d'un matin où j'ai fondu en larmes parce que du coup c'était l'été, c'était cool, il y avait plein de fruits, et du coup mon petit déjeuner c'était une tranche de pastèque. Et je me souviens avoir fondu en larmes parce que ma tranche de pastèque était un peu trop grosse. Et que du coup, j'avais dans la tête que j'allais forcément prendre du poids. Et je faisais des crises d'angoisse incroyables. Je hurlais, je pleurais. Et je me souviens de ma mère en face de moi me dire, mais Lily, t'as mangé de la pastèque. Enfin, tu sais, elle savait même pas quoi me dire. Et moi, il y avait rien qui me calmait. Et en fait, je pense que c'est à ce moment-là où ma mère s'est dit, il y a un truc qui va pas. Tu vois, enfin, c'est pas normal de se mettre dans des états pareils parce qu'elle a mangé une tranche de pastèque. Et du coup, elle m'a dit, on va aller voir ton médecin traitant parce que il y a quelque chose qui va pas. Et voilà, du coup, on allait voir mon médecin traitant et il y avait mes 2 parents et moi. Et moment trop bizarre, je me souviens d'être face à lui et je savais un peu ce qu'il allait me dire en fait. Enfin, évidemment qu'il allait pas me dire trop bien, vous êtes en bonne santé. Je le savais que j'étais pas en bonne santé, tu vois, mais je me souviens que tout mon enjeu c'était comment je vais faire pour les manipuler assez pour qu'ils me foutent la paix dans mon délire. Et voilà, et donc le médecin traitant n'avait aucune tact. Je pense qu'il n'était pas forcément formé aux maladies mentales et du coup, il l'a vraiment mal fait. Et c'est vraiment dommage. Mais du coup, il a été très agressif avec moi. Et vraiment, ouais, pas doux, quoi. Il était vraiment pas doux et ça a été un peu dur. Mais du coup, très vite, donc il pèse et puis il calcule l'IMC et tous ces chiffres un peu foudingues. Et donc, très vite, il dit vraiment comme ça, super dur à mes parents, votre fille est anorexique, donc il faut qu'on agisse très vite. Enfin, vraiment dans le pratico-pratique, sans prendre de gants. Donc, ma mère fend là, mon père fend là, mais moi, j'étais assise au milieu, genre, super dur. Et du coup, je lui dis, mais pas du tout, vous êtes en train d'affoler mes parents pour rien, je suis en train de faire un régime. J'étais super en colère contre lui. Et je me souviens de ce moment où, du coup, il m'a regardée. Il ne m'a pas répondu, il a tourné la tête pour parler à mes parents et leur dire surtout ne l'écoutez pas, elle est dans le déni, c'est une menteuse, c'est une manipulatrice. Enfin, et il avait raison en fait, c'était vrai, mais pour moi c'était super violent, genre j'étais au milieu et je savais qu'il avait raison, mais c'était vraiment dur. Et donc là on était au mois de juillet et il m'a regardé, il m'a dit je te préviens, tu continues de perdre du poids à cette cadence-là, en octobre t'es morte. Et tu sais, c'était la première fois qu'on mettait Enfin, déjà, c'était difficile, tu vois, qu'on te mette une maladie sur la tête, surtout que c'est une maladie super bizarre, l'anorexie. Enfin, tu vois, pour moi, l'anorexie, c'était quand je regardais Tellement Vrai avec ma sœur.
tu sais, sur Énergie 12 et qu'on se disait, mais qui sont ces gens fous qui refusent de manger un kiwi? Enfin, et ça nous faisait presque rire, tu vois. Et du coup, quand il a mis ce mot, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Enfin, vraiment, je me disais, c'est vraiment n'importe quoi. Je me souviens m'être dit, cette personne est ridicule. et, et ouais, et donc du coup, il avait mis il m'avait proposé une date de mort, ce que je trouvais vraiment ambitieux de sa part. Et en même temps, il avait raison, dans le sens où à ce moment-là, je pesais déjà plus beaucoup et que si je continuais à perdre à cette cadence-là, bah, dans 4 mois, mon corps ne serait plus capable de gérer. Donc il avait raison, mais je reste persuadée que c'était pas du tout la bonne chose à faire pour ni moi ni mes parents. En fait, c'était beaucoup trop abrupt et on savait pas quoi en faire. Du coup, voilà. Et en fait, le seul conseil qu'il nous a donné, c'est rester focus sur ce qu'elle fait. Surtout, la laissez pas 10 minutes toute seule. Faudrait pas qu'elle aille se faire vomir. Faudrait pas qu'elle fasse plus de sport. Faudrait pas qu'elle fasse... Enfin, en fait, je me souviens de ce rendez-vous comme c'était la première étape vers elle peut plus se gérer elle-même. C'est plus son corps maintenant. C'est à vous de gérer, tu vois. Et du coup, on m'écoutait plus. Et c'était super dur. Enfin, vraiment, à ce moment-là, à partir de ce moment-là, j'étais gérée comme un peu une folle dingue et qu'il fallait pas écouter et pas faire confiance. Et c'était super dur. Et à ce moment-là, du coup, cet été-là, j'étais rentrée donc à Troyes et je bossais dans un resto. Et c'était super dur. Je sais pas pourquoi je me suis imposé le resto, mais donc je servais de la bouffe clairement toute la journée, sans bouffer. Donc en plus, c'était un travail physique. Donc je me faisais des pauses, j'allais aux toilettes, j'avais des étoiles qui tournaient autour de la tête et j'allais aux toilettes et je respirais un grand coup et je me posais, je faisais des pauses. Enfin, c'était n'importe quoi. Et après, je rentrais en vélo. Enfin, vraiment, je faisais tout était programmé dans ma tête pour bouger physiquement le plus possible dans la journée. Je me souviens même que mon copain était venu me voir à Troyes, parce qu'il n'était pas de Troyes. Et c'est un peu horrible, j'ai vraiment mis du temps avant de l'assumer, mais je me souviens que je faisais exprès qu'on fasse l'amour le matin avant le petit déjeuner, parce qu'on était à jeun et qu'on perd plus de calories à jeun quand on se bouge physiquement. Enfin, j'avais des pensées comme ça. Et j'ai vraiment mis du temps avant de l'assumer parce que je me disais, mais c'est horrible de faire ça. Et en même temps, enfin, clairement, à ce stade de relation avec mon corps, j'avais plus du tout de plaisir sexuel, enfin, on va pas se mentir. Et du coup, je me disais, bah, autant l'utiliser pour que ce soit efficace, quoi. Donc voilà, c'était un peu horrible. Et mon copain, c'est pareil, il comprenait pas. Enfin, je commençais à avoir un corps vraiment de petite fille. J'avais plus trop de forme. Et puis même sexuellement, ça devenait compliqué parce que t'es tout sec de partout, en fait. Et du coup, enfin, il y a pas grand-chose qui marchait. Donc voilà, du coup, période un peu compliquée. Et en fait, en septembre qui suivait, je devais repartir en Erasmus. Et du coup, fallait qu'on se dépêche, tu vois, de mettre des trucs en place pour que je puisse partir en Erasmus un peu en sécurité, entre guillemets. Du coup, pendant tout l'été, j'étais un peu trimballée dans tous les sens. J'allais voir la diététicienne, j'allais voir la psy, j'allais voir l'homéopathe, parce que j'avais pas voulu prendre d'antidépresseurs qu'on m'avait prescrit, mais j'avais refusé et je suis très reconnaissante à moi-même d'avoir refusé. Mais du coup, j'étais un peu trimballée partout. Et en même temps, je sais pas, c'est trop marrant. Je me souviens d'avoir 3 rendez-vous médicaux par semaine pendant 2 mois d'été. Mais je continuais à maigrir. Enfin, je m'en foutais un peu, quoi. Je les écoutais, puis je les écoutais pas trop. Et puis, en plus, ma mère n'avait aucun poids. Enfin, elle pouvait pas, en fait, me mettre une cuillère de beurre dans la bouche. Genre, elle pouvait me dire, il faut que tu manges, mais ça n'empêchait pas que je mangeais pas. Ou en tout cas, je savais quoi manger pour continuer à perdre du poids. Du coup, c'était sûrement très bien de les avoir, mais ça n'empêchait pas la chute. Et du coup, après, en septembre, je suis quand même partie en Erasmus. J'avoue que c'était un gros risque à prendre de la part de mes parents. C'est incroyable qu'ils m'aient laissé partir, mais ils m'ont laissé partir. À condition que tous les mois, je rentre à Troyes et que je revoie tous mes médecins pendant une semaine. C'était la condition pour me laisser partir en Erasmus. Et du coup, trop marrant. Enfin, trop marrant. Ah, non, en fait, c'est horrible. Mais du coup, en partant en Angleterre, le premier mois, je m'étais mis en tête, je vais continuer à maigrir. Ça va être génial. Enfin, je m'étais dit, enfin, j'ai plus mes parents ni les médecins sur le dos, ça y est, je peux continuer. Sauf que là, à ce stade, je me souviens, quand je suis partie en Angleterre, je devais faire genre 43 kilos, un truc comme ça. Et le médecin avait dit, ben, si tu reviens dans un mois et que t'es descendu en dessous de ces 43, tu repars pas. Et je m'en foutais, en fait. Il y avait rien de plus important que maigrir à ce moment-là. Enfin, tout le reste était tellement... Enfin, maintenant que j'y repense, je me dis j'ai vraiment eu de la chance, mais je suis arrivée en Angleterre dans une coloc avec que des Anglais.
enfin, le cliché des Anglais est vraiment vrai. Genre, ils buvaient beaucoup, ils mangeaient très mal, et ils sortaient tout le temps. En plus, c'était des premières années, et moi, je suis arrivée là, j'étais toute maigre, je bouffais pas. Je sortais pas parce que du coup, physiquement, après 21h, je tenais plus. Donc, j'allais me coucher. Et je me suis fait des potes, quoi. Enfin, ils étaient vraiment très, très bienveillants. Et de toute façon, je pouvais pas cacher qu'il y avait un truc qui allait pas, tu vois. Enfin, physiquement, tout le monde voyait que j'avais pas un corps normal. Enfin, tu sais, des fois, il y a des gens super minces et tu te dis, bah, c'est leur morphologie, mais là, c'était clairement pas ma morphologie, tout le monde le voyait. Puis, genre, j'avais des grands trous sur la tête parce que du coup, j'avais les cheveux qui tombaient. En fait, ton corps, lentement, il arrête de fonctionner et il concentre toute son énergie sur les organes vitaux qui ont besoin d'énergie. Mais du coup, t'as plus de chaleur, donc j'avais froid tout le temps, je perdais des cheveux, j'avais beaucoup, beaucoup d'acné parce que pour que les hormones d'une femme fonctionnent correctement, il faut qu'il y ait un taux de graisse minimum pour que, enfin, en fait, les hormones féminines se fixent sur la graisse, et du coup, quand t'as plus assez de graisse dans le corps, tes hormones féminines, ils meurent. Du coup, au niveau hormonal, c'était complètement bazar, donc j'avais beaucoup d'acné, j'avais évidemment plus mes règles, parce que ton corps décide qu'il faut arrêter les cycles, parce que de toute façon, je pouvais pas avoir d'enfant. Enfin, en fait, la machine humaine est tellement intelligente. J'imagine trop dans mon corps, à ce moment-là, tout le monde qui a dit « on arrête tout, on se concentre tous sur le cœur ». C'était assez incroyable, et genre, j'avais les mains violettes, enfin, c'était... Mais tu voyais qu'en fait, tout se concentrait à l'essentiel pour me faire survivre. Et ouais, du coup, je suis arrivée en Angleterre et j'ai continué à maigrir, et quand je suis rentrée après mon mois, du coup, j'étais évidemment passée en dessous des 43 kilos. Et là, c'était le branle-bas de combat pendant un week-end. C'était qu'est-ce qu'on fait? Ma mère a réuni tous mes cousins et mes tantes à la maison pour... En fait, ils savaient plus quoi faire, ils pouvaient plus être dans la douceur, donc c'était, il faut qu'on lui fasse un électrochoc, il faut qu'elle comprenne ce qu'elle est en train de faire. Et je me souviens, c'est un peu ce qu'on fait tous, tu vois, quand on a une copine qui va pas bien, t'essayes d'être gentil, de l'accompagner, puis des fois, t'essayes de lui bouger le cul et de la secouer. Et là, les gens, ils essayaient la même chose. Je me souviens que ce week-end-là, ma tante m'avait dit, continue comme ça, tu vas mourir le mois prochain, ce sera super. Et je me souviens qu'elle m'avait dit ça, et que je savais qu'elle avait raison. Parce que du coup, j'ai vraiment atteint un poids où des fois, j'avais peur pour moi, rien que au niveau de la température corporelle. Je me souviens d'un moment où j'étais en cours à l'université, donc. Et donc, j'étais dans le nord de l'Angleterre, donc il faisait froid, puis c'était l'hiver. Et j'étais en cours, et je me souviens de ce moment où du coup les chauffages étaient à fond dans les salles, et je regardais les gens autour de moi qui étaient tous en t-shirt. Moi, j'avais mon pull, mon écharpe. Enfin, j'étais vraiment habillée. Je le savais que j'étais habillée différemment des autres, mais je me souviens de regarder les autres et de me dire waouh, et d'être assise et de tout d'un coup sentir mon cœur qui battait très très fort. Mais vraiment comme si je me mettais à courir d'un coup alors que j'étais assise, et de sentir mon cœur. C'est un peu comme ça que je m'imaginais avoir une crise cardiaque, tu vois, de tout d'un coup tu sens ton cœur qui bat, qui bat. Et du coup, j'arrivais plus à respirer, et on m'a vite emmenée à l'infirmerie. Et le médecin m'a pris ma température, et j'avais 34 de température. Je savais même pas qu'on pouvait vivre avec 34 de température. Et il m'a dit, en fait, ton corps, il est beaucoup trop froid, et si tu te couvres pas plus, ça peut être dangereux. Enfin, tu sais, il se passait des trucs dans mon corps trop bizarres, quoi. Enfin, et du coup, il m'avait dit, va falloir te couvrir beaucoup plus, parce que là, pour ton cœur, c'est trop froid, c'est trop dangereux. Enfin, t'as des enjeux physiques vraiment bizarres. Tu vois, comme j'étais trop maigre, du coup, t'as les os vraiment... Enfin, la peau sur les os, c'était pas une expression, t'avais vraiment la peau sur les os. Et du coup, dès que je me cognais, c'était d'une douleur incroyable, parce qu'en fait, t'as pas de matelas pour couvrir, tu vois. Donc, dès que je me cognais, j'en pleurais tellement c'était douloureux. Et puis, t'as plein d'anorexiques qui, du coup, sont atteints d'ostéoporose, où en fait, t'as les os qui se cassent, quoi, parce qu'il y a plus aucune protection. Enfin... Tout était tellement dur, tu vois. Physiquement, j'étais tellement fatiguée. Genre, quand il fallait marcher 10 minutes, je me disais, mais je tiendrais pas, quoi. Enfin, c'était... Et du coup, à ce fameux week-end où je suis rentrée, où je suis passée vraiment en dessous de là-bas, alors tout le monde était en larmes, et tout le monde me disait, mais on te reconnaît plus. Enfin, et ça a été vraiment un électrochoc, et je me suis dit, faut que j'arrête de maigrir, parce que là, ça a l'air vraiment sérieux. Jusque-là, c'était presque un jeu, tu vois, entre moi et moi, tu sais, un peu comme on a toutes les filles, de quand on a perdu 10 kilos, 2 kilos, on est trop contente, quoi. Yes, j'ai perdu du poids. Sauf que là, c'était puissance 1000, quoi. Enfin, j'avais perdu 17 kilos, et je me sentais trop géniale, quoi, trop puissante. Enfin, c'est vraiment une maladie mentale. Du coup, t'es altérée, tu vois, t'as plus le sens de la réalité. Je me sentais trop puissante, en fait, d'aller faire les magasins. Et je me souviens du coup, j'ai à peu près toute la gamme de tailles de vêtements.
que j'ai toujours, parce que je savais pas trop quoi en faire. Donc, j'ai plein de tailles de soutifs. Puis au bout d'un moment, je portais plus de soutifs parce que de toute façon, j'avais plus de ça. Mais donc, j'ai un peu toutes les tailles de fringues. Et j'en suis allée jusqu'à aller m'acheter un jean chez H&M dans les 7-8 ans parce que le 32 était trop grand. Enfin, c'était, tu vois, quand j'y repense, je me dis, mais c'est absolument ridicule. Mais sur le moment, je me disais, yes, le 32 est trop grand, je suis passée à une taille en dessous. Alors que clairement, le 32 n'est pas une taille conseillée. Mais dans ma tête, c'était ouf, tu vois, de me dire, je vais acheter du 7-8 ans. Enfin, c'était assez incroyable. Et voilà, et du coup, je suis revenue chez mes parents ce week-end-là. Et ils ont voulu m'interner en hôpital et moi j'ai pas voulu, j'ai fait une crise de malade de pas vouloir et ma mère a décidé de me faire confiance et m'a laissé repartir et à partir de ce moment-là j'ai plus perdu de poids, j'en ai pas repris, en fait toute mon année en Angleterre j'ai stagné et c'était trop marrant, les médecins le disaient souvent, ils disaient en fait quand les filles sont dans l'anorexie elles arrivent à savoir exactement ce qui va leur faire prendre ou perdre du poids et au gramme près, tu vois, je pesais tous mes aliments. Et du coup, effectivement, au gramme près, je savais, tu vois. Et du coup, j'arrivais à manger à chaque repas sans prendre un gramme parce que je savais exactement à quel moment. Puis j'allais beaucoup courir. Donc voilà, donc du coup, j'étais cette espèce de fille bizarre qui pesait absolument tout ce qu'elle mangeait et qui n'acceptait de rien grignoter entre les repas parce que c'était exactement ce qu'il fallait. Des fois, je me réveillais la nuit pour faire des abdos. Des fois, pendant le repas, je faisais des pauses pour faire des abdos. Enfin, je devais vraiment paraître pour une folle, mais j'ai eu la chance de rencontrer des gens trop, trop sympas qui m'ont accepté et qui en riaient presque. Et du coup, c'était chouette, en fait, d'être plus dans ce drame de la maison où toute ma famille était en larmes et tout. Et en fait, ce qui a été dur, c'est que du coup, quand je suis rentrée après cet Erasmus, j'ai enchaîné avec les études à Paris. Et c'est pareil, tu vois, les troubles alimentaires, c'est super unique à chacun. Enfin, il y a plein de formes de troubles alimentaires et puis en fait, il manque une palette pour les définir parce que il y a trop de gens qui pensent qu'avoir un trouble du comportement alimentaire, c'est être anorexique ou être boulimique, alors qu'en fait, il y a des filles qui ont l'air parfaitement saines et qui galèrent quand même un peu avec la nourriture sans qu'on mette d'étiquette dessus. Et du coup, c'était difficile de définir cette période, mais je suis rentrée chez mes parents et après, je suis repartie à Paris en septembre pour mon master. Et en fait, là, du coup, j'ai été touchée à un extrême inverse. J'ai commencé à faire de la boulimie, mais sans vraiment comprendre. En fait, c'était trop bizarre pour moi parce que ça faisait 1 an et demi que je pesais mes aliments et que j'avais hyper conscience de ce que je mangeais. Et d'un coup, je me refaisais des crises où je me goinfrais, où je me remplissais. Et en plus, je me suis toujours refusée de vomir, enfin de me faire vomir. Ça m'est arrivé 1 ou 2 fois, mais la plupart du temps, je me refusais parce que je crois qu'inconsciemment, je savais que si je commençais à arriver à faire ça, ce serait super difficile d'en sortir. Et du coup, je crois que j'avais la conscience de, si je commence à me faire vomir, ça va durer beaucoup plus longtemps, ça va être beaucoup plus difficile. Donc, je préférais en fait subir ce truc d'avoir le ventre sur le bord d'exploser plutôt que de me forcer à vomir. Et du coup, ouais, je suis rentrée dans ce truc inverse de je me goinfrais, mais pas je me goinfrais, genre je mangeais une tablette de chocolat, tu vois, c'était je me goinfrais, je mangeais un pain de 500 grammes, 3 tablettes de chocolat, je me faisais des pancakes, un paquet de céréales, enfin vraiment du gavage. Et c'était super dur parce que tu avais toute la culpabilité en fait qui venait de tu dépenses énormément d'argent dans la bouffe. Et puis ça fait 1 an et demi que tu luttes pour perdre les moindres 100 grammes et là en fait tu viens de t'enfiler 3 kilos de bouffe. Enfin, et puis je me sentais super sale et forcément je prenais un poids à une vitesse incroyable parce que mon corps avait été interdit de nourriture depuis 1 an. Donc là, encore une fois, le corps est super intelligent, donc il stockait tout ce qu'il pouvait, tu vois. En fait, j'ai vraiment appris ce truc de ton corps, c'est pas ta tête, il a pas d'yeux, donc il peut pas voir ce qui se passe à l'extérieur. Et en fait, le corps, quand tu le mets en mode famine, donc il va puiser dans toutes tes réserves. Et puis quand tu vas enfin lui redonner quelque chose, il est toujours en mode famine, donc il va se dire, ok, donc tu m'as donné quelque chose, je vais faire des réserves au cas où la famine revient. En fait, ton corps, il voit pas que t'es dans une ville et qu'il y a des magasins et que tu peux avoir de la nourriture tout le temps. Ton corps, il s'est juste dit, ok, nous avons subi une famine, faisons des réserves. Ce qui est très intelligent, et en même temps super dur pour quelqu'un qui a lutté depuis 1 an et demi pour perdre le moindre gramme de gras.
Et donc, du coup, ben, mon corps qui était en mode famine s'est dit: «Nous allons faire des réserves très vite, car nous avons très peur». Et donc, c'était un truc de ouf. Enfin, j'ai repris 20 kilos en un an. Je suis partie très maigre, donc j'étais pas non plus dans le surpoids, mais en fait, pour le corps, c'est d'une violence extrême. Enfin, on n'est pas du tout fait pour perdre autant ou prendre autant si vite. Et en fait, si, j'ai quand même un peu frôlé le surpoids. Mais en même temps, enfin, c'est toujours cette histoire d'IMC qui est un peu dure. Mais... Et donc voilà, et en fait, je suis tombée là-dedans après. Euh, et ta vie, elle est super altérée, en fait. C'était vraiment dur parce que, du coup, bah, j'avais peu de sensations de faim vu que je me goinfrais constamment. Mon corps n'avait pas le temps de ressentir la faim. Euh, je prenais du poids tellement vite que des fois, je le voyais d'une journée à l'autre. Et puis, c'était que du gras, quoi. Enfin, mon corps, il était en mauvaise santé, en fait, tout simplement. J'étais fatiguée tout le temps. J'étais déprimée parce que je bouffais super mal, que je grossissais vraiment à vue d'œil. Du coup, tout le monde me faisait la réflexion et c'était super gênant en fait parce que ça faisait 1 an et demi que je devenais folle dingue pour perdre du poids et là tout d'un coup je reprenais super vite et genre les gens comprenaient pas, tu vois, et je voyais le regard des gens de mais c'est quoi son délire en fait. Et en plus c'était super dur parce que c'était une maladie dont j'avais l'impression de pas avoir le contrôle et, euh, et en fait les gens ils se disaient juste elle se laisse aller quoi et c'était super violent, tu vois, et je me souviens de ma mère me dire mais Lily, enfin fais attention un peu ce que tu manges, t'as vu comment tu prends. Et c'était super dur, tu vois, parce que ça faisait 1 an et demi que les gens te disaient bon Lily, faut bien manger, là, j'espère que t'as bien mangé. Et là, tout d'un coup, c'était bon Lily, faudrait peut-être arrêter maintenant. Enfin, et c'était super dur, j'avais l'impression que ce serait sans fin. Et puis du coup, comme je grossissais, ben, tu sais, j'avais tous mes vêtements en 32, 34 de la dernière année. Du coup, c'était tellement violent, genre tous les mois, je devais ranger mes fringues et racheter du 38, racheter du 40. Enfin, et tu sais, j'étais là genre mais enfin, c'était horrible, quoi. Je devais tout le temps racheter des fringues. Je me trouvais horrible, forcément, parce que, ben, oui, c'était sain que je reprenne du poids, mais de cette manière-là, c'était super malsain. Et en fait, t'as tout ce qui va avec qui est difficile, tu vois, mais genre, je me souviens d'avoir eu une histoire avec un mec quand j'étais toute mince. Et c'était quelqu'un qui avait beaucoup compté pour moi. Et on s'était pas revus pendant 1 an, et il m'a revu 1 an après. Et enfin, il me l'a pas dit, tu vois, parce que c'était quelqu'un de très intelligent et très sensible, mais j'imagine, tu vois, qu'avec 18 kilos de plus, ben, ça fait bizarre, tu vois, puis de prendre autant de poids aussi vite, c'est bizarre de toute façon. Enfin, et heureusement, il me l'a pas dit, mais je me souviens avoir été super nerveuse de mais qu'est-ce qu'il va penser? Enfin, j'étais jamais en paix avec mon corps, enfin, c'était assez incroyable et c'était super choquant parce qu'on est dans des âges où on s'identifie à notre corps. Enfin, tu sais, les 18-25, et j'imagine qu'il y a des femmes qui sont accompagnées par ça toute leur vie, et c'est encore un peu mon cas aujourd'hui, mais t'es un peu dans l'idée de je suis mon apparence. Et du coup, je savais pas qui j'étais en fait, parce qu'il y a 1 an, j'étais trop maigre, maintenant j'étais trop grosse. Euh, Ma relation à la nourriture, elle était complètement biaisée. J'avais l'impression d'être un enfant qui savait plus manger. Tu vois, je savais plus quelle quantité il fallait manger. Je savais jamais si c'était trop, si c'était pas assez, si c'était assez sain, si c'était pas assez sain, si c'était la bonne heure ou pas la bonne heure. Enfin, je savais plus manger. J'avais l'impression qu'il aurait fallu que j'ai ma maman à côté de moi tout le temps pour me dire. Et d'ailleurs, c'est ce que je faisais. Je l'appelais. Je disais, maman, je sais pas quoi manger. Il faut que je fasse quoi? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que et puis j'avais un moment, j'étais complètement perdue de me dire ben là j'ai pris trop de poids et puis en plus je suis super malsaine avec la bouffe, je mange énormément, mais je vais pas refaire un régime. Enfin, tu sais, je voyais pas d'issue. Je me disais ben je vais pas m'imposer un régime parce que je sors de l'anorexie, genre mentalement ma tête elle va exploser si j'impose un régime à mon corps et et du coup j'étais vraiment dans la haine de mon corps en plus, genre j'en venais à pas arriver à me doucher parce que juste de le voir ça me répugnait. Enfin, c'était c'était, c'était d'une violence et en fait, c'était presque plus violent que le moment de maigrir parce que là, j'avais aucun contrôle et je me souviens que j'avais des pensées de: «Mais en fait, ça va jamais s'arrêter, puis l'année prochaine, je vais faire 150 kilos, quoi». Enfin, j'étais dans une panique, c'était horrible et puis physiquement, tu vois, d'avoir le ventre tout le temps plein et d'avoir tout le temps mal au ventre, c'est super dur, quoi. Enfin et en plus, je me souviens que j'étais dans un master et que du coup, enfin, il y avait clairement une différence entre quand je suis rentrée en septembre et à la fin de mon master où il y avait à peu près 15 kilos de différence. Et,
enfin, les gens le voyaient, puis personne comprenait. Et enfin, c'était vraiment violent. Et tu sentais en plus que les gens étaient mal à l'aise avec moi. Ils osaient plus parler de bouffe. Enfin, tu créais un malaise. Enfin, il y avait un malaise autour de moi qui était super dur. Et puis forcément, les maladies comme ça, les gens comprennent pas. Ils comprennent vraiment pas ce qui se passe dans ta tête. Puis toi, tu peux pas trop l'expliquer parce que tu sais pas non plus. Donc j'ai aussi perdu beaucoup d'amis qui en fait avaient juste peur, tu vois. Enfin, maintenant après coup, j'imagine qu'elles avaient peur. Sur le moment, je me disais, ben effectivement, t'es pas une amie si tu me laisses tomber dans des moments comme ça. Mais après coup, je me dis, ben en fait, c'est des maladies qui font peur, que tu comprends pas. Et ça altère tellement ta personnalité que je pense qu'elles me retrouvaient pas non plus, tu vois. Enfin, j'ai des amis qui m'ont dit, bon, en fait, je te reconnais pas, je sais pas qui t'es. Enfin, et je comprends, tu vois, moi-même, je savais pas trop qui j'étais, je savais pas où j'allais, ni ce que je voulais, je savais vraiment pas comment gérer ça. Et tout ce temps-là, ben, je cherchais, tu vois, j'avais une psy, j'ai été voir l'hypnotiseur, l'ostéopathe, enfin, je cherchais plein de manières, en fait, de me soigner parce que c'était tellement, tellement incroyable ce qui m'arrivait, je comprenais tellement pas que je savais pas où donner de la tête, je savais pas vers qui aller, je savais pas vers qui me tourner. Enfin, c'était vraiment, ouais, j'avais vraiment très très peur de jamais m'en sortir. Puis, en plus, t'entends ces trucs chiants, tu vois, de bah, les troubles alimentaires, tu t'en sépares jamais vraiment. Et du coup, je me sentais condamnée, tu vois, c'était vraiment horrible. Et je me rends compte, là, en parlant, que j'en parle au passé. Euh, alors que j'ai quand même souvent ce questionnement, tu vois, de ben, où j'en suis aujourd'hui et comment je vis ça. Et en plus, c'est un processus super long et c'est un sujet où tu pourrais en parler des heures et des heures parce que je sais pas exactement ce qui a fait que je me sens guérie aujourd'hui. Je sais pas exactement. Euh, c'est difficile d'expliquer le pourquoi c'est arrivé. Enfin, il y a plein de théories, tu vois. Ça dépend vers quoi tu te tournes, en fait. Si tu te tournes vers la médecine telle qu'on la connaît, ils vont dire, bah oui, c'est normal, il y avait ci, ça. Et puis après, si tu te tournes vers les psychologues, ils vont te jarguer des trucs de, ouais, le père, la mère, et puis l'enfance, et puis ci et ça. Et puis si tu te tournes vers des trucs un peu plus spirituels, ça va être autre chose. Enfin, le pourquoi, il est assez flou. Je pense qu'on est tous d'accord pour partir du fait que ça commence quand même sur une basse estime de soi. A priori, quand t'es quand même quelqu'un de solide dans ta tête, ça n'arrive pas. Mais, euh, mais tu vois, le pourquoi, il est assez flou dans ma tête. Il y a des moments où j'ai des prises de conscience de ah oui, c'était passé ça quand même et tout. Mais je me souviens, ce qui m'a vraiment aidé à m'en sortir ou à comprendre qu'il y avait une sortie, c'était que jusque-là, donc j'allais voir beaucoup de psy qui m'enrichissaient un peu de cette idée de bon, bah, on va régler tes problèmes de l'enfance et après, ça sera passé, tu vois. Et je me souviens d'un moment où je me disais, bah ouais, mais en même temps, j'ai l'impression que je vais bien. Parce qu'en fait, les crises de boulimie, tu vois, j'en ai plus aujourd'hui et encore, tu vois, c'est flou. J'ai des jours où je mange plus, où je mange trop et où je mange pas par envie. Enfin, si je mange pas par besoin, mais par envie. Et où du coup, je me dis, ben ça, c'est pas très sain. Et en fait, je pense que je m'autoflagelle parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui mangent du chocolat parce qu'ils ont plus envie, et juste, enfin, parce qu'ils ont plus faim, mais qu'ils avaient juste envie de manger du chocolat devant un film. Mais moi, dans ma tête, je l'associe à, ah ok, ça c'est un peu de la boulimie. Donc du coup, il faut que j'arrive à être indulgente avec moi là-dessus. Mais du coup, des crises de boulimie à proprement parler, j'en fais plus. Mais ça, c'est, genre, je pense que j'en faisais encore il y a peut-être 6 mois, tu vois. Enfin, ça a mis vraiment du temps. Genre, je pense que les crises de boulimie se sont vraiment étalées sur 2 ans, 2 ans et demi. À différentes fréquences, à différentes puissances, mais quand même. Et, et genre, il y a vraiment un jour où je suis sortie de mon rendez-vous avec ma psy, euh, et où je me suis dit, en fait, enfin, je sais pas comment l'expliquer, genre, c'est venu dans mon corps elle a tort, en fait. Enfin, je remets pas en cause la psychologie, et c'est une institution, je peux pas me mettre contre la psychologie, mais je pense vraiment que pour les troubles alimentaires, euh, il y a besoin d'une autre approche en fait. Enfin, il y a besoin d'un psy, c'est super important parce qu'il y a plein de filles qui ont développé un trouble alimentaire suite à un événement choquant de la vie. Mais je pense qu'il faut qu'on... Enfin, pour moi, c'est vraiment évident que le trouble alimentaire, c'est peut-être une conséquence, mais il faut vraiment le détacher du problème en soi. Enfin, je veux dire, j'arrivais à expliquer pourquoi je pourrais avoir développé ça, et en même temps, des fois, j'en parlais avec mes potes et j'ai des potes qui ont vécu des choses vraiment horribles, tu vois, et vraiment tristes et qui ont eu des familles vraiment compliquées, et beaucoup plus compliquées que ce que moi j'ai pu vivre.
Et en même temps, leur mal-être se traduisait pas forcément par un trouble alimentaire. Et tu vois, en concrétisant cette idée de me dire, ça veut dire qu'il y a d'autres manières de gérer. Du coup, pour moi, c'était deux choses différentes de le trouble alimentaire et mes problèmes de l'enfance. Ou mes problèmes, mes peurs, ou enfin, peu importe, tu vois, mais je me disais, mais en fait, il y a plein de filles qui gèrent des trucs beaucoup plus compliqués que moi et qui, pour autant, ne se goinfrent pas toute la journée le dimanche. Et du coup, tu vois, cette idée-là, ça m'a fait prendre conscience de, en fait, je pourrais parler de mon père ou de mon enfance pendant des heures. N'empêche que j'ai pris l'habitude, en fait, de me goinfrer. Et du coup, ouais, j'ai vraiment conscientisé en fait, c'est devenu une habitude plus qu'un mal-être profond parce que j'avais l'impression d'aller vraiment de mieux en mieux. Et en même temps, c'était toujours là. Et du coup, tu vois, en fait, jusque-là, c'était flou dans ma tête euh, est-ce que je me goinfre parce que je vais mal ou est-ce que je vais mal parce que je me goinfre? C'était devenu flou. Là, je me suis vraiment rendu compte en fait, je vais mal parce que je bouffe. Mais je suis quelqu'un qui va bien, je suis quelqu'un d'équilibré. Enfin, tu vois, je reprenais une vie sociale, j'avais de nouveaux amis. J'arrivais à retenir un job parce que pendant un temps, je pouvais juste pas travailler, parce qu'en fait, je me goinfrais tellement que je pouvais pas sortir, j'avais trop mal au ventre. Et donc là, je reprenais une vie sociale, et oui, j'avais encore des moments où je me goinfrais, du coup, mais c'était le soir quand je rentrais, ou c'était les jours où je bossais pas. Et du coup, vraiment, cette prise de conscience de le trouble alimentaire, c'est une chose qui est autre que mes problèmes. Euh, Ça m'a vraiment soulagée, en fait. Ouais, j'ai vraiment conscientisé en fait, c'est moi qui ai créé cette habitude et ce schéma. Du coup, c'est moi qui peux le déconstruire. Et à ce moment-là, du coup, j'ai dit à ma psy que je voulais arrêter parce que j'en pouvais plus, en fait, d'essayer de décortiquer mon enfance et de pas parler du problème qui était de je me goinfre. En fait, c'était ça le problème. Le problème, c'était pas ma grand-mère qui m'a dit ça il y a 2 ans. Le problème, c'était que je me goinfrais. C'était ça, aujourd'hui, mon problème. Et je pense que une psychanalyse, on pourrait en avoir tous et ça peut que être bien. Mais pour moi, c'était pas le bon moyen de gérer mon problème avec la bouffe. Et après, je me rends compte que, encore une fois, tu vois, ce que j'expliquais au début, ces jours où je suis pas très bien avec mon corps, forcément, ça implique que je suis pas très bien avec la bouffe. Et que je me pose beaucoup plus de questions. Est-ce que c'est bien de manger ça? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas assez? C'est corrélé. Et en même temps, j'arrive vraiment à calmer cette petite voix. Parce que maintenant, je m'imagine cette petite voix dans le coin de mon crâne qui est là. Hey, tu te souviens quand tu bouffais plein, comment c'était trop bien, t'avais le droit de bouffer tout ce que tu voulais, c'était trop cool. Puis t'inquiète pas, tu vas pas grossir d'un coup, c'est bon, tu peux y aller. Et on a tous cette petite voix, et je pense dans les troubles alimentaires particulièrement, où elle est là et des fois, elle hurle. Et c'est elle aussi qui va me hurler, mais t'es trop grosse, t'as pas le droit de manger ça, c'est horrible. Et en fait, maintenant que je l'ai identifié, j'arrive à lui dire, c'est bon, j'ai pas besoin de toi aujourd'hui, tu sais, j'ai d'autres choses à faire. Et, euh, et j'ai appris, tu vois, à accepter qu'elle est là. C'est vrai, elle est encore là, tu vois. Alors, est-ce que c'est ça que les gens disent quand ils disent les troubles alimentaires, on s'en sépare jamais, j'en sais rien, mais c'est vrai qu'elle est là. Euh, mais j'arrive vachement à vivre avec et lui dire, écoute, aujourd'hui, non merci, tu vois. Et du coup, je lui parle, je la calme, j'essaye de la calmer. Et puis, en plus, comme toute habitude, vraiment comme toute habitude, et j'imagine que c'est vraiment j'en sais rien parce que je l'ai pas vécu, mais j'imagine que comme toute habitude, je vois très bien, tu vois, un peu comme, j'ai lu un livre du coup là-dessus qui disait, c'est un peu comme un bébé qui pleure, tu vois. Si un bébé pleure et qu'à chaque fois qu'il pleure, tu lui amènes un biberon, il va pas avoir besoin de beaucoup de temps pour comprendre, si je pleure, mes parents m'amènent un biberon. Donc, je vais continuer à pleurer. Et en fait, tant que tu lui apporteras un biberon à chaque fois qu'il pleure, il va continuer à pleurer pour avoir un biberon. C'est assez logique, tu vois. Et en fait, si tu commences à le laisser pleurer, lui dire, en fait, t'auras pas de biberon, je vais te faire un câlin, je vais faire autre chose, mais je vais pas forcément te donner ça. Du coup, il va avoir un petit temps d'adaptation. Les 3-4 premiers jours, il va continuer à pleurer dans l'attente d'avoir un retour. Puis au bout d'un moment, comme tu lui donneras plus ce retour-là, il va arrêter, tu sais, il va se lasser. Et en fait, dans ce livre-là, donc elle comparait ça à une habitude, et c'est un peu ça, tu vois. J'ai des moments, du coup, où je vais avoir des pics de vas-y, je vais me goinfrer, là, j'en peux plus, j'ai trop envie, j'ai pas faim, mais j'ai trop envie de prendre tout ce qui me passe par la main, de me goinfrer, de me remplir et tout. Et maintenant, j'arrive vraiment à me dire, ok, en fait, c'est ma petite... peu importe, il y en a qui appellent ça le clown ou la marionnette dans ta tête, mais je me dis juste, elle est là, elle a vraiment envie de se goinfrer. Mais moi, la vraie Lily, elle a pas envie de ça, elle a pas envie de ça pour elle. Du coup, je vais me poser, tu vois, je vais essayer de pas m'occuper et de vraiment
tout donner à cette petite voix, de dire vraiment je t'entends, je comprends, mais moi j'ai pas envie de ça. Et tu sais, à la limite de le faire à voix haute, tu vois, de lui parler en fait, de lui dire je comprends que t'es là et je comprends de quoi t'as envie, mais je vais pas te répondre en fait, j'ai pas envie de me goinfrer. Et du coup, des fois, ça me prend une demi-heure où elle va hurler dans ma tête, allez, allez. Et puis au bout d'un moment, ça s'arrête en fait parce que, bah, comme un bébé, au bout d'un moment, elle comprend que tu lui donneras pas ce qu'elle veut, donc elle se tait. Et une habitude, ça marche aussi dans l'autre sens. Et du coup, ben, de le faire dans l'autre sens, ben, plus j'entraîne ce muscle de je vais résister à ce que tu dis, et moins elle hurle en fait, et moins elle réclame parce qu'elle sait que la plupart du temps, je réponds pas. Et il y a des jours où je suis fatiguée et où du coup, je vais avoir tendance à répondre. Je vois bien, tu vois, quand je suis fatiguée ou quand je suis pas très bien ou quand je suis triste, j'ai pas toujours la force mentale de lutter. Et du coup, j'ai tendance à répondre et je vais commencer à, je dis n'importe quoi, je vais manger une tartine de Nutella, puis deux. Et puis après, je vais repasser en mode normal et me dire ah ouais, non, non, ça y est, je me rends compte de ce qui est en train de se passer, donc j'arrête. Et ça, c'est super nouveau aussi, tu vois, que j'arrive à enclencher, puis après à redéclencher, tu vois. Et ça, c'est trop chouette. Mais du coup, oui, effectivement, pour l'instant, tu peux pas trop dire c'est fini, fini. Parce que, déjà, c'est pas le cas dans le sens où je me rends compte en parlant que ben, du coup, j'ai encore cette petite voix, que je suis encore en combat contre elle. Et puis, j'ai encore des petites voix à des moments, tu vois, là, donc du coup, je déménage demain. Et depuis que j'ai cette idée de déménager, ça fait à peu près 10 jours que j'ai la petite voix qui me dit c'est bien, quand on va redéménager, on va reprendre tout bien, on va refaire un bon régime bien propre, on va bien manger comme il faut, reprendre le sport. Donc elle est là depuis 10 jours, cette petite voix. Et du coup, les jours où je suis fatiguée, je me dis ouais, t'as raison, on va faire ça, ça va être super. Et puis il y a des jours, je me dis oh, encore toi. Mais bien sûr que non, qu'on va pas faire ça, tu vois. Enfin, je suis vraiment en dialogue avec ces petites voix-là, tu sais, c'est un peu le truc du petit ange et du petit diable. Et elles sont là, mais j'imagine qu'en fait, on a tous des petites voix qui nous communiquent d'autres trucs. Enfin, on a tous notre petite faiblesse. Et j'imagine qu'au moment de déménager, il y a des jours où je vais me dire, vas-y, ce matin, je vais manger un toast d'avocat, et puis à midi, je prendrai de la patate douce et un brocoli. Enfin, tu vois, j'imagine, je vais avoir des jours comme ça. Ça m'arrive, tu vois. De même manière que ça m'arrive d'avoir des jours où je vais manger 2 cookies et 3 pains au chocolat. Et en même temps, j'arrive à être vraiment bienveillante et me dire, ben, tu sais quoi, en fait, tu t'en es bien sorti. Enfin, il y a des gens qui en meurent de l'anorexie, il y a des gens qui meurent de la boulimie, et toi, t'es là, et tu gères. Et du coup, tu vois, d'en parler, et de rencontrer aussi des gens qui ont vécu des choses similaires, je me dis, mais en fait, c'est super triste parce qu'on met des diagnostics, on met un mot, tu vois. Pendant longtemps, on m'a dit, tu es anorexique, donc ça définissait qui j'étais. Et puis après, je suis boulimique, donc ça définissait aussi qui j'étais. Et je me souviens que pendant longtemps, je me disais, bah ouais, mais si j'ai plus ça, je vais être qui? Tu vois, il y avait une part assez malsaine de c'est ce qui me définit. Et du coup, je sais plus qui je vais être sans ça. Et ouais, je connais vraiment beaucoup de filles qui ont des situations comme ça ouais, de presque de boulimie, mais on met pas ce mot là-dessus parce qu'elles le connaissent pas, puis que ça fait peur de s'identifier à des trucs comme ça, tu vois, t'as pas envie. Et, euh, Et je me dis, en fait, c'est un peu tabou, tu vois. Et même, il y a des hommes aussi qui sont touchés par ça. Et c'est des trucs qui sont super tabous. Euh, Puis c'est difficile aussi, tu vois. C'est ce que je te disais, ça fait genre plusieurs mois que je me dis, ben, j'aimerais bien ouvrir cet espace pour en parler, tu vois, sans, du coup, en sortant de ce truc de la psy et de drame, tu vois, mais de dire, ben, on est plusieurs et on peut en parler tout ensemble. Et puis, et puis les sacs de parole, c'est des trucs auxquels je crois vraiment et il se passe des trucs forts. Et en même temps, c'est un peu tabou, tu vois, de faire passer sur les réseaux sociaux, je vais animer un sac de parole, trouble alimentaire, ça fait peur. Faut avoir aussi du courage, tu vois, de se dire, ben, je sais pas, je me sens peut-être concernée, mais pas trop. Enfin, faut être vraiment courageuse, tu vois, de sortir de son truc et dire, je vais aller voir ce qui s'y passe et ce qu'on se dit. Et, euh, et ouais, en fait, plus j'en parle et plus j'entends des filles qui me disent, mais en fait, la bouffe, c'est compliqué. Enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de gens pour qui la bouffe, c'est pas une évidence, pour qui c'est pas forcément naturel. Cette idée de ben juste je mange quand j'ai faim puis je m'arrête quand j'ai plus faim, c'est pas clair pour tout le monde en fait. Et je pense que c'est aussi une résultante qu'on connaît pas trop nos corps, qu'on sait pas trop les écouter, que même je m'en rends compte, tu vois, quand je regarde une série et que je mange pas du tout les mêmes choses ou la même quantité que quand je mange et que je mange, enfin et que je fais rien d'autre, tu vois. Et ouais, ça me fait vraiment mal de pas pouvoir en parler plus et en même temps, je sais que c'est encore trop frais pour que je sois à l'aise avec des gens qui ont vraiment des troubles alimentaires. Enfin, même là, tu vois, j'ai l'impression d'en avoir parlé, mais c'est difficile pour moi de donner des vrais conseils parce que c'est un amoncellement de plein de choses. C'est des professionnels, c'est des amis, c'est
c'est des rencontres, c'est des nouveaux jobs, tu vois, c'est des lectures, je saurais pas dire. Enfin, la dernière fois, ma mère m'a demandé, mais du coup, c'est quoi vraiment qui t'a guéri? C'est impossible de répondre, en fait, j'en sais rien, et c'est trop frustrant, tu vois, de se dire, j'ai vécu ça, et je peux pas être capable de prendre la fille que je viens de croiser, qui est clairement anorexique dans la rue, et de lui dire, viens, fais ça va aller mieux. En fait, j'en sais rien, et genre, du coup, bah, forcément, j'ai l'œil un peu aiguisé, donc j'en vois souvent dans la rue. Et genre, à chaque fois que j'en croise une, j'ai des nœuds dans le ventre de putain, c'est horrible, ça continue, ça prend de la place. Il y a des femmes qui vivent avec ça toute leur vie, tu vois. Il y a des femmes à 40 ans, elles sont dans l'anorexie, elles élèvent des enfants comme ça. Enfin, c'est super violent, en fait. Et genre, en fait, je sais pas ce qui guérit, je sais pas ce qui fait que ça va mieux. Je sais que je peux en parler, que je peux donner des tips et tout, mais j'ai rencontré une fille la dernière fois, elle avait 28 ans. Ça fait 8 ans qu'elle est dans l'anorexie. Donc elle, tu vois, elle me disait, mais en fait, je me souviens même plus de ce que ça fait de manger normalement, tu vois, c'est ce que ça faisait 8 ans. Donc c'était il y a beaucoup trop longtemps. Et effectivement, tu vois, moi je me dis, je me suis perdue dans les troubles alimentaires pendant 4 ans. Et déjà, pour moi, c'était d'une longueur de manger normalement. Mais quand ça fait 8 ans et qu'en fait, juste, c'est plus clair dans ta tête, enfin... Et maintenant, j'arrive vraiment à l'observer, tu vois, genre, des fois, je me retrouve, je sais pas, au travail avec d'autres filles et tout, et je vois, tu vois, des filles un peu rondes, par exemple, qui vont juste bouffer une salade le midi. Tout de suite, je me dis, bon, bah, il y a un truc, tu vois, c'est que soit elle se goinfre le soir toute seule quand elle est entre elle et elle. Enfin, tu vois, il y a un truc qui cloche, en fait. Et tu vois, j'ai l'impression d'être dans l'hyper-conscience de ça. Genre de voir vraiment. Parce que je reconnais, même des fois, juste dans une parole, tu vois, de ce qu'elle va dire, je me dis, ah putain, oui, elle pense comme ça, elle voit les choses comme ça. Enfin, et du coup, je me sens vraiment dans l'hyper-conscience de ça. Et en même temps, super paralysée face aux autres, tu vois, de me dire, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Enfin. Peut-être que, tu vois, ce sera plus clair dans 3-4 ans quand vraiment je me sentirai plus solide. Et, euh, et en même temps, je suis assez convaincue qu'avec le temps et l'énergie que je vais y donner, ce sera de mieux en mieux. Et surtout, plus je donne d'énergie dans d'autres choses, et moins je peux en donner pour ça. Enfin, j'ai longtemps cru qu'il fallait supprimer toutes ces petites paroles. Et en fait, un jour, on m'a dit, mais tu sais, le cerveau humain, il n'est pas fait comme ça. Il n'est pas fait pour supprimer, il est fait pour remplacer. Parce que le cerveau humain, naturellement, il a besoin d'apprendre de nouvelles choses. Il n'est pas fait pour juste désapprendre. Ça n'a pas... En fait, apparemment, il peut pas comprendre ce truc de on va désapprendre. Ça n'a pas de sens. Et du coup, si tu veux désapprendre quelque chose, il faut le remplacer par autre chose pour que ton cerveau arrive à passer à autre chose. Et du coup, ben, j'essaye d'apprendre à vivre d'autres trucs, en fait. Tu vois, à être plus avec mes amis, à être plus avec mon corps, à entretenir cette relation. Et il y a des jours où, genre, prendre une douche, c'est horrible. Et puis il y a des jours où je suis trop contente et où j'ai beaucoup de gratitude pour mon corps et de me dire, ah, putain, en fait, il fonctionne bien, c'est quand même une machine intelligente. Et en plus, ça fait à peu près 1 an que j'ai mes règles. Parce que ça, c'était un truc aussi, tu vois, je me sentais plus femme, quoi. Enfin, parce que pendant toute cette phase où j'ai perdu beaucoup de poids et pris beaucoup de poids, j'avais plus de règles. Et je me souviens trop du jour où j'ai mes règles, j'avais l'impression d'être une ado qui récupérait ses règles. Donc c'était il y a 1 an, j'étais au boulot. Et je me souviens sortir et dire à ma collègue, j'ai mes règles! Et ma collègue, elle était là, genre, Elle a vraiment pas compris, mais j'avais même pas envie de lui expliquer, mais j'étais tellement heureuse ce jour-là. Genre, j'ai écrit un message à ma mère, maman, j'ai récupéré mes règles. C'était trop émouvant cette journée parce que j'avais l'impression vraiment que c'était mon corps qui me disait, c'est bon, on est prêt à refonctionner avec toi, tu vois. C'était trop beau, c'était une trop belle journée. Parce que, ouais, il faut savoir aussi que quand on prend du poids trop vite, ton corps aussi, il arrête, en fait. À chaque fois qu'il y a un truc trop agressif pour lui, enfin, en tout cas, c'est comme ça que le mien a répondu, il arrêtait le fonctionnement classique. Et c'était trop beau. Et du coup, ben, je donne beaucoup d'énergie à essayer de renouer avec mon corps. Et ouais, il y a des fois, c'est un peu le bordel, puis il y a des fois, ça marche. En fait, j'encourage vraiment toutes celles qui se sentent pas très bien avec la bouffe d'en parler parce que, en fait, c'est comme tout. Quand tu te parles et que tu t'ouvres un peu, tu te rends compte du nombre de gens qui vivent les mêmes choses que toi autour. Et, euh, et ouais, je trouve qu'on devrait vraiment apprendre à parler, à s'ouvrir, à faire plus confiance. Et il y a vraiment un truc qui se joue là parce qu'en fait, c'est pas tabou, tu vois. La bouffe, comme plein de choses, tu vois, comme le sexe, c'est des choses dont on parle pas trop parce que c'est des trucs qu'on veut pas trop échanger. Et en fait, il y a vraiment besoin d'en parler parce qu'il se passe des choses dans notre intimité, dans notre vie au quotidien qui sont pas OK, sauf que tant que t'en parles pas, ben, tu t'en rends pas compte. Et moi, des fois, je me dis, mais j'aurais osé parler dès le départ de ce qui m'arrivait. Peut-être que j'aurais fait une bonne rencontre qui m'aurait pris sous son aile et qui m'aurait dit, t'inquiète pas, il est en train de se passer ça, ça et ça pour toi. Donc fais attention que ça et ça n'arrive pas. Sauf que j'en ai pas parlé, donc je suis restée dans mon coin à vivre mon truc.
Et c'était trop dommage, en fait, parce que pour se sortir d'une maladie mentale, c'est long, quoi. Enfin, une maladie mentale, c'est vraiment... je sais pas exactement ce que ça fait dans ton cerveau, mais c'est fou, tu vois. C'est un truc que tu développes toi-même. Enfin, si c'est pas une maladie mentale de naissance, j'entends. C'est un truc que j'ai développé moi-même et dont je me sortais pas. Enfin, c'est incroyable parce que des fois, ça fait peur de se dire le cerveau, il est capable de construire des choses dans lesquelles tu galères de te sortir, enfin, alors que tu l'as construit toi-même. C'est incroyable, tu vois, ce truc de... Vraiment, j'ai reprogrammé mon cerveau pour que ça se passe comme ça. Et du coup, ouais, vraiment, garder aussi en tête que ben, si a priori tu l'as programmé, tu peux aussi le déprogrammer. Parce qu'il n'y a pas d'âge limite, tu vois. J'avais 20 ans quand ça a commencé, donc c'est-à-dire que le cerveau, il est encore programmable à ce moment-là et qu'il est aussi déprogrammable. Et que forcément, plus t'attends et plus c'est dur, mais, euh, mais ouais, c'est des choses dont on n'a pas assez d'espace pour en parler. Donc je suis super contente d'en parler là aujourd'hui, je te le redis d'ailleurs, en espérant que ça pourra réveiller ou je sais pas, ou toucher, ou tu vois. Et tous ces trucs de ça te reste toute ta vie, je pense vraiment que c'est pas vrai. Enfin, c'est pas vrai en fait, une fois que t'as compris comment ça se passe et ce qui s'est passé, tu peux pas retomber dedans. Vraiment, des fois ça m'arrive encore une fois de faire 2 jours de régime et puis après de me dire oh, je me suis fait avoir. Et après hop, tu te remets dans ta vie, tu vois, genre juste des fois tu te fais avoir puis voilà. Comme un fumeur qui va dire putain, j'ai fumé 5 clopes hier soir puis après il refume pas, tu vois. Enfin, du coup, c'est pas vrai en fait, tu peux vraiment t'en débarrasser. C'est juste qu'il faut y croire et puis qu'il faut aussi comprendre et en parler pour bien décortiquer tous les mécanismes qui sont mis en place dans le cerveau. Et pour autant, genre, je vais mieux, mais avec mon père, c'est toujours galère. Enfin, tu vois, je me suis vraiment rendu compte de, bon, bah, il y a plein de choses que j'ai pas réglées de mon passé, ça, c'est toujours un problème. Mais ça m'empêche pas que je peux gérer mes émotions et tous mes soucis qu'on a un peu tous familiaux, tu vois. Je peux les gérer, en fait, super différemment de bouffer. Enfin, je peux aussi en parler, je peux aussi écrire, je peux méditer, je peux faire plein de choses. Et du coup, enfin, je trouve ça super important de se rappeler que c'est vraiment 2 choses super différentes, tu vois. Il y a l'addiction à la bouffe et puis il y a tous tes petits soucis, quoi. Mais je trouve que c'est super important dans ces maladies-là de vraiment séparer. Il y a des milliers de choses à rajouter. Tu vois, typiquement même dans la complexité de l'anorexie, il y a plein de choses à couvrir et dont il faudrait parler parce que enfin, moi je pense qu'il y a vraiment besoin en plus d'une compréhension des autres, tu vois, envers ce qui se passe pour la fille ou le mec qui est atteint de troubles alimentaires, mais c'est tellement complexe, il y a tellement de petites choses, tu vois. On pourrait aussi parler des séquelles, enfin, tu vois, il y a plein de choses. Et on pourrait pas tout couvrir, tu vois, ce serait 8 heures. Même la boulimie, il y a plein de choses plus complexes et des processus mentaux qui se mettent en action que toi-même tu comprends pas. Mais c'est vrai que ça pourrait même être super intéressant, tu vois, pour les gens qui vivent pas, en fait, ces maladies-là, euh, de vraiment comprendre que c'est au-delà de nous, que même les gens qui vivent ça ne comprennent pas d'où ça vient et qu'il y a des processus mentaux qui se mettent en place. C'était d'ailleurs assez incroyable à quel point mon médecin était capable de décrire ce qui se passait dans ma tête avant même que j'y en ai parlé. Et je me souviens qu'il me disait, je suis pas voyant, c'est juste que vous avez tous ces manières de penser, tu vois. Il y avait eu, je me souviens d'une scène trop marrante où il m'avait dit, ben, on va te prescrire des antidépresseurs. Et moi, je lui avais dit, non, je vais pas prendre ça. Et, et le médecin m'avait regardé, il y avait donc mes parents autour, c'était lors de ce premier rendez-vous. Le médecin m'avait regardé, m'avait dit, bah, pourquoi tu vas pas prendre ça? Mais tu sais, l'air un peu genre, vas-y, dis-le. Et en fait, il savait pourquoi je voulais pas le prendre. Moi, je savais qu'il savait. Et je le regardais pas, je disais, non, j'ai pas envie de le dire. Il dit, ah oui, tu veux pas le dire à l'oral, hein, tu veux pas le dire tout fort, tu veux pas que tes parents entendent. Super violent, mais j'étais là, genre, non, mais je vois pas de quoi je voulais parler. Je savais très bien qu'il savait. Et genre, tu vois, il se passait un truc entre lui et moi, et ma mère était à côté, genre, mais de quoi vous parlez, en fait? Super bizarre. Et le médecin a fini par lâcher, bah, elle veut pas le prendre parce qu'elle s'est décomprimée, elle a peur que ça la fasse grossir. Ce qui était vrai, tu vois. Mais moi, je trouvais ça incroyable qu'il y ait pensé. Et ma mère, elle dit, bah, comment vous le savez, machin. Et lui, il disait, mais c'est des pensées qu'elles ont constamment. Et du coup, je m'étais tournée vers l'homéopathie. Et tu sais, ces petits granules sucrés, là. Première question, est-ce que c'est du sucre? Est-ce que ça va me faire grossir? Enfin, j'étais obnubilée par tous les comprimés. Enfin, c'était un truc de ouf. Et c'était trop marrant à quel point le médecin savait à l'avance comment j'allais réagir. Ou même la nutritionniste, je me souviens que du coup, elle m'avait fait un espèce de menu pour reprendre du poids lentement, tu vois. Enfin, lentement et sainement.
Mais c'était pas sain, elle me mettait 2 fois de la viande par jour, 4 produits laitiers, enfin bref, à l'ancienne. Mais bref, du coup, en dessert, elle m'avait mis un yaourt. Et pour moi, tu vois, les produits laitiers, ça faisait super longtemps que je ne mangeais plus, tu vois. Donc c'était un no-go. Je lui avais dit, ah non, non, pas de produits laitiers. Parce que du coup, j'éradiquais, tu vois, les aliments à part. Donc elle m'a regardé, elle m'a dit, c'est un yaourt ou 5 amandes. Et là, tu vois, elle le savait, tu vois. Je pourrais même plus te réexpliquer les pensées à ce moment-là, mais pour moi, je crois que c'était le fait qu'il y en ait 5 et que c'était des amandes et pour moi, tu vois, c'était encore plus gras. Enfin, genre, ça s'associait vraiment au gras. Donc pour moi, c'était encore pire que le yaourt. Et du coup, je me souviens lui répondre directement, ah non, pas 5 amandes. Elle m'avait dit, tu vois, je le savais. Et c'était trop marrant, tu vois, genre, je pense c'était des professionnels qui avaient l'habitude de travailler avec des gens qui étaient atteints d'anorexie. Et du coup, ils savaient à l'avance comment j'allais réagir. C'était un truc de dingue. Et genre, pareil, tu vois, par exemple, on a toutes des aliments, je pense, tabous, mais moi, le tabou suprême, c'était la banane. Genre, pour moi, la banane, c'était vraiment horrible, tu vois. C'était gras, c'était sucré, c'était lourd, c'était, pas possible, tu vois. Genre, pour moi, vraiment, manger la banane, c'était le mal. Et je me souviens que du coup, elle m'avait dit, bah, faudra manger 3 fruits par jour. Du coup, pour me rassurer, elle me proposait, tu peux choisir tes fruits à l'avance. Du coup, on regardait, je disais, bah, la banane, non. Enfin, c'était trop marrant. Elle me dit, oui, je me doute, j'allais pas te la proposer. Enfin, mais c'était trop drôle. Tu voyais qu'elle savait d'avance, en fait, comment je pensais. Mais c'était un truc de dingue. Et, euh, et du coup, aujourd'hui, des fois, j'y repense parce que j'ai encore des aliments un peu, tu vois, où c'est un peu, oula, tu vois, genre. Par exemple, le beurre, je me suis jamais vraiment réconciliée avec le beurre. Et genre, la dernière fois, j'ai mangé une tartine de beurre. Tu vois, par exemple, pour moi, le truc suprême, là, qui est encore difficile, c'est beurre et pain de mie. Ça, dans ma tête, c'est genre le mal par excellence, mais ça n'a pas de sens, tu vois, parce que pour autant, je vais manger une tartine de beurre de cacahuète, je vais pas avoir ces pensées-là, tu vois, mais c'est des trucs vraiment irrationnels de beurre pain de mie, pour moi, c'est chaud, quoi. Et la dernière fois, genre, on était dans un truc en Angleterre de bed and breakfast, je sais pas quoi, donc du coup, qui dit Angleterre dit toast et beurre, quoi. Et genre, c'était vraiment le stress, et du coup, je me souviens avoir dit, je sais plus qui j'étais, je crois que j'étais avec mon copain, et de lui dire, je te préviens, tu vas assister à un grand pas pour moi. Aujourd'hui, j'ai mangé un toast avec du beurre. Mais ça, c'était il y a 4 mois. Hein. Enfin, j'ai encore vraiment des tabous. Il me disait, ah ouais, c'est cool. Et puis après, on avait fait toute une cérémonie. Putain, t'as mangé du pain de mie avec du beurre. Mais tu vois, j'en rigole parce que je me dis, de toute façon, le pain de mie et le beurre, en soi, c'est pas grave. Si j'en mange pas, je vais pas mourir. C'est pas comme si c'était un truc très important à la nutrition. Mais tu vois, j'ai encore quand même des tabous de bouffe un peu ridicules dont je rigole, tu vois. Mais tu vois, pour moi, c'est compliqué de manger des céréales industriels, tu sais, les chocs à pic, les machins, mais ça n'a pas de sens parce qu'encore une fois, je vais manger une tartine de brioche au Nutella et c'est pas grave, tu vois, enfin, c'est vraiment des tabous qui n'ont pas de sens. Du coup, j'arrive aussi à en rire un peu et puis à sentir je vais pas me forcer si parce que encore une fois, c'est pas de la bonne bouffe et que. Mais tu vois, t'as encore des schémas qui ont duré longtemps. Tu vois, j'ai pesé ma bouffe aussi longtemps, même si j'avais repris du poids, tu vois, ça me rassurait. Enfin, t'as des schémas quand même qui restent un peu. Genre, j'ai mis du longtemps aussi à mettre du lait dans mon café. Enfin, tu vois, des petites merdes comme ça. Mais en même temps, aujourd'hui, ben, quand j'y arrive, c'est une victoire, je suis contente. Et en fait, le truc de je le faisais pas, c'était que quand je le fais, ça entraîne des angoisses, tu vois. Et du coup, c'était pas tant. Enfin, maintenant, tu vois, par exemple, le pain de mie-beurre, je sais que si j'en mange une tranche, je vais pas grossir, tu vois, c'est pas dans des pensées comme ça. Mais c'est plutôt, je sais que ça va engranger des angoisses dans ma tête. Et cette petite voix qui va dire oh, j'ai du pain de mie avec du beurre. Et du coup, je sais que c'est des angoisses que je vais devoir gérer après. Du coup, je me dis, bah, autant m'éviter ça et pas en manger. Donc, c'est pas tant le fait que ce soit mauvais, c'est que c'est encore des sources d'angoisse. Et que je sais qu'après, ça va me demander un effort mental, que potentiellement quand tu gères une angoisse t'es pas trop dans le présent et du coup enfin je préfère être toute seule quand j'ai besoin de gérer mes angoisses plutôt que d'être entourée de potes et du coup tu sais tout d'un coup t'es plus vraiment là puis tu dois te gérer tu vois la bière par exemple des fois j'ai des jours où je bois une bière je suis trop contente et j'ai des jours où enfin là par exemple je vais boire une bière avec des potes ce soir où j'y pense tu vois là tout à l'heure j'y pensais un peu de putain je dois boire une bière la bière c'est pas terrible et du coup de vraiment avant d'y aller, de me dire, bon, je prends vraiment un temps, tu vois, pour respirer, c'est bon, je vais boire une bière avec des potes, enfin, c'est cool. Mais l'alcool, tu vois, c'est encore un peu tricky, des fois, c'est un peu genre, ça me titille, et puis il faut que je lâche prise, et puis l'alcool faisant, une fois que t'as bu une bière, t'es tranquille. Mais, euh, mais ouais, j'ai encore des petits moments un peu complexes avec certains aliments, mais en même temps, j'apprends à les apprivoiser aussi, c'est cool. S'il y avait un message que je voulais faire passer à mon corps aujourd'hui, ou quelque chose que j'aimerais pouvoir m'entendre dire à mon corps. J'ai déjà écrit des lettres d'excuses à mon corps, tu vois.
Parce qu'il y a des moments, mais même pas forcément quand j'allais bien, mais même des moments post-boulimie où vraiment mon corps me hurlait qu'il était mal et tout. Euh, j'ai déjà écrit des lettres pour lui dire que j'étais désolée de lui faire vivre ça, que moi-même je comprenais pas. Enfin, il y a vraiment eu un gros travail de. On est en équipe, tu vois, parce que pendant longtemps j'étais contre lui. Et du coup, forcément, il se retournait contre moi. Donc il y a vraiment eu un taf de comment on fait pour travailler ensemble. Et c'est pas du tout gagné, tu vois. Il y a des journées où vraiment je coupe le lien parce que c'est trop dur. Enfin, hier, j'ai vraiment coupé le lien, par exemple, parce que c'est trop dur pour moi. Et puis il y a des jours où je me sens vraiment connectée à lui. Puis, tu vois, par exemple, les jours où c'est trop dur, je peux pas faire de sport parce que le sport, ça te demande de prendre conscience de ton corps, tu vois. Mais, euh, mais ouais, je pense que ce que j'ai envie qu'il sache ou que j'ai envie de lui dire, c'est que je suis vraiment désolée en fait de lui avoir fait subir tout ça, mais qu'en même temps j'ai vraiment fait de mon mieux. Euh, je sais, tu vois, que je lui ai fait du mal et tout, mais c'était pas dans le but de lui faire du mal à lui, c'était dans le but de me faire du mal à moi. Et, euh, et, euh, et c'est sûr que je suis désolée et en même temps, c'est un peu comme quand tu t'excuses auprès d'une personne, tu vois, t'es désolée, mais tu vas pas mettre 6 mois à t'excuser. Enfin, il y a un moment, faut aussi que la personne te dise ok, c'est bon et on avance, tu vois. Et du coup, j'ai longtemps été aussi dans l'impatience de ça, tu vois. Et je le suis toujours en fait. Enfin, genre, je te dis, j'ai des moments où je me sens un peu trop grasse et trop grosse et où je me dis putain, tu fais chier, je te donne du temps et de l'énergie, tu pourrais au moins un peu mincir, tu vois. Puis après, je me redis non. Enfin, et du coup, ouais, c'est encore pas vraiment simple et apaisé comme j'en parle au début, mais j'ai vraiment envie, en tout cas, qu'il sache que je continue vraiment à faire de mon mieux et que j'ai vraiment envie que ça aille mieux. Et, il y a, et oui, c'est vrai qu'il y a des moments où je lui envoie des messages de t'es trop gros et c'est chiant. Mais en même temps, ce que je l'invite à faire, c'est de ne pas m'écouter dans ces moments-là. Genre, au fond, je le pense pas et j'ai pas envie j'ai plus envie de lui faire subir des choses qui lui font du mal. D'ailleurs, je me suis promis à moi-même, c'est pour ça que la petite voix peut hurler dans ma tête, mais je me suis fait la promesse que je ferai plus de régime. Peu importe ce qui m'arrive, je ne m'imposerai plus un régime. Et, euh, et ça, c'est trop marrant. Je me souviens me l'être dit à voix haute dans l'idée de j'espère que mon corps va entendre que c'est bon, il peut me faire confiance. Et ouais, du coup, j'ai envie de lui dire aussi qu'il peut me faire confiance maintenant. Parce qu'il y a une longue phase où il pouvait pas et j'entends qu'il m'ait pas fait confiance et qu'il m'a un peu lâché sur ce coup-là. Mais je me dis, il a donné tellement d'énergie pour me faire survivre, tu vois. Enfin, je lui fais subir tellement de trucs pas beaux que je me dis, il a vraiment tout fait pour que je vive. Et, euh, et il s'est adapté dans tous les moyens qu'il pouvait, mais il s'est direct adapté pour que je puisse continuer à vivre, à me lever, à ressentir, à penser. Enfin, en fait, je lui ai donné plein de situations. Il aurait pu juste dire, tu sais quoi, je ferme les portes, fous-moi la paix. Et en fait, il l'a pas fait. Il a toujours été là. Et il le sera toujours, a priori. Je sais quand je suis toute seule à la maison avec lui, ça va à peu près, hein, quand on est tranquille, et tu vois, mais quand je suis dehors, tout de suite j'ai l'impression d'être plus grosse que les autres, et moins belle, et moins intéressante, et du coup, ben, j'en veux à mon corps, parce que c'est la cible facile à laquelle j'en ai toujours voulu. Alors qu'en fait, c'est pas de sa faute, ce n'est ni de la mienne, et, euh, et, et d'ailleurs, j'aimerais bien qu'il fasse passer le message aux autres corps. Tu vois, je me dis vraiment des fois, putain, je suis vraiment pas gentille, je lui envoie des messages pas sympas, j'espère qu'il m'entend pas trop. Et j'aimerais bien qu'ils disent aux autres corps, ne l'écoute pas non plus, elle dit des conneries. Enfin, parce qu'en fait, ouais, vraiment, il fait de son mieux. Et je sais que moi, des fois, j'ai du mal à trouver beau. Et pour autant, je sais qu'il y a plein de gens qui le trouvent très beau. Donc autant qu'il écoute les autres plutôt que moi. Mais, euh, mais ouais, on fait un vrai boulot tous les deux de travailler en équipe. Et c'est trop cool. Franchement, ça porte ses fruits. Et je sais qu'il me fait de plus en plus confiance et qu'il m'envoie de plus en plus de signaux. Et que j'apprends à le comprendre, tu vois, j'apprends à comprendre quand mon corps me dit là on est fatigué, là j'ai besoin de ci, là j'ai besoin de ça, et en fait, je l'ai ignoré pendant tellement longtemps de t'es crevé, je m'en fous, je vais quand même aller faire du sport, puis t'as faim, je m'en fous, je vais quand même pas manger, et je l'ai tellement ignoré que je pense qu'il a arrêté au bout d'un moment de m'envoyer des signaux, et là il comprend que je prends en compte ce qu'il m'envoie, et c'est trop bien, cette redécouverte du corps et du lien qu'on a avec son corps, il est super fort. Ouais, du coup, je lui souhaite aussi beaucoup d'amour. Je lui envoie plein d'amour souvent. J'essaye au maximum.
Et c'est trop cool. Et je conseille vraiment à tout le monde, tu vois, peut-être de commencer par ça, en fait. Peut-être, peu importe, tu vois, si tu as des troubles alimentaires ou pas, de commencer à essayer de recréer ce lien qu'on a souvent tendance à mettre de côté parce que parfois c'est trop douloureux. Et en fait, c'est cool d'avoir un corps. Et je pense que plus la connexion est forte et plus l'échange est bien rythmé et bien compris, et plus ton corps il va suivre ce dont tu as besoin, tu vois.